Ça commence par un D, ça termine par un Z. C'est Davy Rodriguez qui vous parle. Mes amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission dans laquelle nous allons parler d'un sujet central qui est la fin de la guerre en Ukraine. Mes amis, j'en ai l'intime conviction, la guerre en Ukraine est sur le point de se terminer. Je vais même vous dire quelque chose, mes amis. Tout ça est fondé sur des faits objectifs que l'on pouvait déjà observer depuis quelques semaines et nous allons explorer cette question-là. Mais mes amis, avant de commencer, je vais vous demander encore une fois de vous abonner. Alors vous étiez 85% à ne pas être abonné sur la dernière vidéo. Là, vous êtes 80% à ne pas être abonné. S'il vous plaît, mes amis, abonnez-vous. Nous avons dépassé les 13 000 abonnés et c'est pour moi un véritable élan. Ça me permet véritablement d'être motivé à continuer à vous délivrer du contenu pour surtout vous informer sur la situation géopolitique du monde et également de l'Afrique. Mes amis, aujourd'hui, on va se balader du côté de l'Ukraine et on va commencer tout de suite. Et je vais vous exposer les faits objectifs qui me permettent de croire que oui, c'est bientôt la fin de la guerre en Ukraine. Et je vais même me permettre quelque chose. On va faire un petit pronostic sur quand est-ce qu'aura lieu la fin de cette guerre, quand est-ce qu'aura lieu, on va dire d'abord l'armistice, et puis ensuite un traité de paix. Mais je pense véritablement qu'on peut l'espérer à horizon 2025, c'est tout proche. Alors on va voir, mes amis, pourquoi je considère qu'effectivement la guerre en Ukraine va bientôt se terminer. Alors première chose, vous l'avez vu dans les médias, hein, je pense que l'info a pas mal tourné, les médias sont extrêmement heureux, Zelensky, le grand homme, le général Bonaparte lancé sur les troupes russes, aurait réussi une percée exceptionnelle dans le territoire russe et pour une fois, le combat se passe en Russie. Et vous avez vu ça dans les médias. Alors on a fait grand bruit de cette invasion ukrainienne qui en fait leur a permis de prendre une ville très importante, Soudja, 5000 habitants, vous vous rendez compte, ça valait le coup de faire tout ce tintamarre dans les médias français, dans les médias occidentaux en règle générale, 5000 habitants dans cette petite ville de Soudja. Et même en termes d'emprise territoriale, mes amis, il faut que vous vous rendiez compte que c'est minime, ça ne représente quasiment rien, c'est une emprise territoriale résiduelle. On parle d'un territoire qui serait environ un cinquième du Luxembourg, c'est-à-dire moins de 20% du Luxembourg, mes amis. On est en train de parler de 517 km². Pour vous figurer un peu la taille d'un État, ce serait l'Andorre. Ça ressemble à Andorre en termes de territoire. Donc c'est rien, c'est résiduel, c'est une petite escarmouche de nos amis ukrainiens. Vous verrez qu'en plus, elle va leur coûter extrêmement cher sur le plan stratégique et technique. Donc ça, on verra juste après. L'objectif de nos amis ukrainiens, à mon sens, dans cette percée, c'est soit de démontrer, regardez, moi, Zelensky, le cocaïnomane de Kiev, regardez comme j'ai réussi cette grande invasion en Russie, donnez-moi du soutien international. Vous savez, Zelensky, sa spécialité, c'est d'aller chercher des chèques. C'est le mec, en fait, il n'est pas dirigeant d'un pays, c'est le banquier des ambitions de l'OTAN. Donc, il va voir les États-Unis, donnez-moi un peu d'argent, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un peu d'argent. Il n'a pas le temps d'avoir quitté les États-Unis qu'il est déjà en train de réclamer de nouvelles sommes pour pouvoir financer sa campagne absurde contre la Russie. Donc, première chose, soit demander plus de soutien international, soit deuxième chose, et pour moi c'est le deuxième argument qui me paraît le plus pertinent, c'est pour rééquilibrer des négociations qui vont avoir lieu d'ici très peu de temps. Et donc l'Ukraine veut avoir à défendre de nouvelles prétentions durant ces négociations, et ces 517 km² serviront de monnaie d'échange dans le cadre de ces négociations. On parle de 517 km² dans l'oblast de Koursk, c'est-à-dire dans une région en fait qu'on appelle Koursk. Alors, l'organisation administrative de la Russie est extrêmement compliquée. On a des fois des départements dans des régions qui sont plus petits qu'un département. Donc bon, retenez que c'est un oblast. Cette invasion est en train de coûter extrêmement cher. Bon, vous le verrez, on en discutera, mais bon, n'oubliez pas que la Russie est spécialiste dans tout ce qui est manœuvre défensive. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Première chose, premier argument qui me laisse penser que les négociations approchent. Alors, comme je vous l'ai dit, l'Ukraine vit sous perfusion de l'OTAN, donc du traité Atlantique Nord et donc des ambitions américaines d'étendre la guerre jusqu'aux frontières de la Russie. On est une espèce de scénario encore très post-soviétique. On est toujours un peu dans cette idée de guerre froide et de containment, de comment contenir les Russes dans leur territoire en installant des bases de l'OTAN un peu partout. Premier argument qui me pousse à croire que ce conflit est bientôt terminé, première chose, c'est le manque de soutien international.
Le soutien international est en train de se terminer. Alors, on a eu un premier signal faible avec la baisse du soutien des Allemands. Vous savez, les Allemands, derrière chaque fonctionnaire américain, dites-vous qu'il y a toujours un Allemand. Hein, ça va souvent de pair. Et vous avez donc une baisse du soutien allemand. Les Allemands ont dit, très bien, on veut bien vous soutenir. On vous avait promis 8 milliards de dollars, mais en fait, on va vous en donner que 4. Déjà, divisé par de la note, ça va être un peu salé pour les Ukrainiens sur le front. Mais deuxième chose, vous le savez, en Grande-Bretagne, il y a eu un nouveau gouvernement, excusez-moi, du Labour, c'est-à-dire du centre-gauche. Alors certains disent le centre-gauche, moi j'aurais tendance à dire le centre-droit en vérité, parce que le Labour a une politique économique de centre-droit. Mais sur la question internationale, il semblerait que le nouveau leader du Labour, qui est l'actuel Premier ministre, soit beaucoup moins enclin à partir en conflit contre la Russie. Et en plus de cela, n'oubliez pas que sur le Sahara occidental, ils ont fait volte-face, puisque les Britanniques désormais ne reconnaissent pas la marocanité du Sahara occidental. Et donc, a priori, l'alliance historique entre l'Angleterre, le Royaume-Uni et les États-Unis est en train de battre un tout petit peu de l'aile. Et avec, a priori, la victoire de Donald Trump, on va en parler, je pense que cette alliance va pas mal souffrir. Bon. Troisième chose, vous avez quand même la situation en France. On va quand même en parler de la situation française. On n'a pas de gouvernement et on a un Emmanuel Macron qui, certes, lui est un dingo du soutien à Zelensky, mais Macaron Ier, first of his name, ne peut malheureusement pas compter sur une majorité parlementaire et il est très peu probable que la gauche de l'échiquier politique, tout comme la droite de l'échiquier politique, soutiennent un va-t-en-guerre comme Emmanuel Macron qui, du coup, pourrait là encore, solidifier une espèce de majorité de combat autour de lui, avec, vous savez, hein, que l'effet de la guerre, très souvent, a des conséquences de renforcer le pouvoir exécutif. Et je pense que ni la droite de l'échiquier, ni la gauche de l'échiquier, les deux oppositions, ne laisseront Emmanuel Macron bénéficier de ce rôle de chef de guerre qui pourrait lui bénéficier au niveau national. Donc, déjà, on a ces trois pays-là. Mais surtout, le principal pays qu'il va falloir analyser, c'est évidemment les États-Unis. Alors, au mois de novembre auront lieu donc les élections présidentielles américaines avec deux candidats. Vous avez donc d'un côté Kamala Harris, qui est en fait la continuité de Joe Biden en pire, et de l'autre côté, vous avez Donald Trump. Donald Trump n'en a que faire de l'Ukraine. Il s'en moque. Donald Trump, son truc à lui, c'est la Chine. Son objectif, c'est de faire la politique de containment, la même qu'ils ont fait durant la guerre froide, mais à la Chine. Donc, il veut contenir la Chine dans ses frontières, et donc il s'intéresse beaucoup plus à Taïwan, à la situation actuellement en mer de Chine entre les Philippines et la Chine, entre l'ensemble des pays qui revendiquent ici des eaux territoriales, que l'Ukraine. Il s'en moque de l'Ukraine. La Russie, c'est old school. Il n'y a guère plus que les Lettons, les Estoniens, les Lituaniens et les Polonais pour croire que le grand ogre soviétique va débarquer sur l'Europe et déferler sur Varsovie. Hein, il y a peu de personnes qui y croient, il n'y a que ces gens-là qui y croient parce qu'ils sont enfermés dans un schéma mental qui est le schéma mental en fait de leur destruction respective au cours du XXe siècle. Donc, ces peuples-là sont totalement à côté de la plaque, mais lui, Donald Trump, a bien compris que le conflit, désormais, il va se déplacer vers le Pacifique. Et les États-Unis, c'est plus les États-Unis de 1970. Hein. Donc, ils n'auront pas les moyens de mener un double conflit. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, l'alliance russo-chinoise leur fait extrêmement mal. Donc, les États-Unis de Donald Trump, en vérité, seraient plutôt favorables à l'extinction du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Vous connaissez le tempérament de Donald Trump. Hein, ce grand commerçant, comme l'ensemble des anglo-saxons, est un homme du deal. Son objectif est donc de négocier. Très certainement, il arrivera à un accord puisqu'il peut s'entendre avec Vladimir Poutine. Ce sont des hommes qui arrivent à communiquer. Hein, effectivement, c'est dur de communiquer avec Joe Biden. On ne va pas être méchant, mais enfin, vu l'état du bonhomme, moi, communiquer avec Joe Biden, je ne m'y essaierai pas parce qu'en vérité, il est plus proche de la momie que du communicant de génie. Bref, mais en tout cas, la communication entre Trump et Poutine est très possible et il sera possible d'arriver à un accord. D'autant que excusez-moi, son vice-président, le futur vice-président des États-Unis, le colistier de Donald Trump, qui s'appelle M. J.D. Vance, est un homme qui est radicalement, alors j'insiste, radicalement anti-Zelensky. Il a signé plusieurs tribunes dans lesquelles il expliquait très clairement que Zelensky devait arrêter de recevoir des chèques en blanc de la part des États-Unis, de l'armement, les HIMARS et tous ces équipements spéciaux qui étaient procurés par Washington. Eh bien, ces équipements, lorsque Donald Trump sera au pouvoir et a fortiori avec son vice-président J.D. Vance, a priori, il n'en bénéficiera plus.
Plus du tout. Donc, sans l'Angleterre, sans la France, sans l'Allemagne et surtout sans les États-Unis, expliquez-moi comment est-ce que notre cher Volodymyr Zelensky va-t-il pouvoir continuer sa guerre? C'est très improbable. Donc, mes amis, à mon sens, le premier argument, c'est celui du soutien international qui va lui manquer assez rapidement. Et donc, a priori, on peut imaginer que Volodymyr Zelensky soit obligé de négocier la paix. Deuxième chose, alors la question de la négociation. Mais peuvent-ils seulement négocier? Je tiens à vous rappeler, mes amis, qu'au dernier sommet de la paix qui a eu lieu en Suisse en juin 2024, il était question de régler le conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais la Russie n'était pas invitée. La Russie n'était tout simplement pas invitée. La Chine n'était pas présente. Vous vous rendez quand même compte que la Chine, qui est un pays qui est actuellement en train de multiplier les succès diplomatiques, on le voit en Afghanistan, on l'a vu dans le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, on l'a vu également dans le rapprochement des différentes factions de l'opposition palestinienne. Donc, a priori, la Chine aurait dû être présente. Elle ne l'était pas. Et en plus de ça, le Brésil, l'Afrique du Sud et également l'Inde n'ont même pas daigné envoyer leurs ministres des Affaires étrangères. Ils ont préféré envoyer des fonctionnaires lambda du ministère. Donc, en soi, on peut dire qu'en plus de ne pas bénéficier du soutien international, l'Ukraine est également en situation de relative hostilité avec le bloc des BRICS, qui ne sont pas dupes, et qui se rendent bien compte qu'il vaut mieux être derrière la Russie que du côté des États-Unis, parce que l'objectif est la dédollarisation de l'économie et que rétablir l'impérium américain partout sur la planète, eh bien, ça n'allait pas permettre cette dédollarisation. Donc, vous avez les BRICS qui sont plutôt solidement attachés au soutien à la Russie. Vous avez vu d'ailleurs, il y a quelques semaines, l'Arabie Saoudite qui a menacé l'Europe et notamment la France d'aller sur les marchés vendre les obligations d'État de la France et de l'Union européenne pour faire chuter, alors non pas le cours, mais pour faire augmenter les taux d'intérêt auxquels auraient dû rembourser ces pays leurs dettes. Et donc, couler l'Union européenne, puisque vous le savez, nous sommes dans un espace excessivement endetté. Alors évidemment, il faut venir aussi tempérer. Les Saoudiens n'ont pas les mêmes moyens dont peuvent bénéficier d'autres nations comme la Chine, qui ont énormément d'obligations d'État, énormément de dettes américaines. L'Arabie Saoudite a certes de la dette européenne, certes de la dette française, mais dans des proportions qui restent quand même à minorer. Il faut rester modeste. L'Arabie Saoudite n'est pas un acteur tel que la Chine. Mais ça aurait pu influencer le marché et ça aurait pu donner l'idée à d'autres pays des BRICS de soutenir cette démarche et donc de venir couler la dette européenne et la dette française. Bref, donc pas de soutien international, hostilité des BRICS. Et en plus de ça, vous devez rajouter le fait que jusqu'ici, les Russes ont essayé d'aller vers la paix. Ils ont proposé à de multiples reprises. Ils l'ont proposé d'abord en décembre 2022. C'est tôt quand même. En décembre 2022, ils l'ont proposé en avril 2024, encore récemment. Pourquoi? Parce que les Russes considèrent que les Ukrainiens ne sont pas des ennemis. Ils considèrent qu'ils sont des pantins. C'est-à-dire que les Américains ont utilisé des Slaves pour taper sur d'autres Slaves. Alors, quand on sait, on va pas revenir sur le racialisme de certaines élites américaines, mais enfin, on pourrait quand même en parler. Mais bon, ils ont utilisé des Slaves pour taper sur d'autres Slaves. Et les Russes savent très bien que les Ukrainiens sont leurs frères, historiquement, culturellement, ne serait-ce même que le berceau des Russes de Kiev. Donc, en soi, les Russes voudraient arriver à la paix. Et ils l'ont proposé à de multiples reprises. Mais ils n'étaient pas invités au sommet de la paix de juin 2024. Et c'est là que la petite chanson a changé. Pourquoi? Alors, rappelons juste qu'en octobre 2022, en Ukraine a été votée une loi qui interdit toute négociation entre la Russie et l'Ukraine, octobre 2022. Pourtant, Volodymyr Zelensky a bien déclaré le 15 juillet, donc là, il y a un peu plus d'un mois, le 15 juillet, il a déclaré qu'il était tout à fait ouvert à l'idée de négocier avec la Russie. Ah, enfin, Zelensky, le cocaïnomane de Kiev, se rend compte que là, il faut négocier. Ben oui, parce que les élections, c'est en novembre aux États-Unis. Donc, l'équipement militaire, tu ne vas pas l'avoir pour longtemps. Donc, bizarrement, et c'est là qu'il faut aussi mettre en perspective l'aspect militaire, bizarrement, l'offensive de Koursk a commencé quelques jours plus tard. Quelques jours après, l'Ukraine a lancé son offensive sur Koursk pour récupérer ses 517 km². Pourquoi? Quel est l'objectif? L'objectif, ce sont les négociations qui arrivent derrière. L'objectif, c'est de peser dans la négociation qui vient derrière. Et on va voir quelle est la nature de ces négociations. Mais en tout cas, on voit désormais que la chanson ukrainienne de dire « jamais on ne négociera avec les Russes »,
eh bien, est tombé. Alors, quelle est la nature de cette négociation? Déjà, il faut revenir aux objectifs politiques de chacune des parties. Le premier objectif politique, la première nation qu'il va falloir étudier, c'est évidemment la Russie. Quels sont les objectifs politiques de la Russie? À mon sens, 4. Il y en a 4. 4 objectifs. Premièrement, c'est évidemment la création d'un État tampon, qui serait donc l'Ukraine, en tout cas ce qu'il en reste, la création d'un État tampon qui serait une espèce de finlandisation de l'Ukraine. Pourquoi on utilise l'expression de finlandisation? Ça revient à la guerre froide, époque durant laquelle la Finlande était considérée comme un État neutre, hein, et qui donc ne venait pas perturber l'équilibre dans cette région entre l'Union soviétique et les États-Unis. Bref, l'OTAN, évidemment. Donc, vous avez ici une finlandisation qui est l'objectif de l'Ukraine, c'est-à-dire la rendre neutre. Et rendre neutre l'Ukraine, ça veut donc dire ne pas la faire adhérer ni à l'OTAN, ni à l'Union européenne, car on sait derrière l'Union européenne, il y a toujours une adhésion à l'OTAN, ou presque toujours une adhésion à l'OTAN. Donc, première chose, c'est la création d'un État neutre. Deuxième chose, c'est la reconnaissance de la souveraineté russe sur les régions de Lugansk, Donetsk, c'est-à-dire sur le Donbass, la partie est de l'Ukraine, partie minière, hein, historiquement liée au charbon, et également la reconnaissance de la souveraineté russe sur la Crimée, qui a été annexée en 2014 par la Russie. Et d'ailleurs, Crimée qui n'a jamais été ukrainienne. Hein. Il faut rappeler quand même que la Crimée, de mémoire, je crois qu'elle est russe depuis Catherine II, et qu'en fait, elle a été offerte à l'Ukraine par Khrouchtchev dans le cadre de l'Union soviétique, mais en vérité, l'Ukraine n'a jamais possédé la Crimée n'a jamais été ukrainienne et était très largement russe. Bref. Troisième objectif politique de la Russie, la protection des minorités russes qui se trouvent en Ukraine. Parce qu'il restera encore des minorités russes en Ukraine, peut-être à Odessa, et également dans d'autres régions du centre, et que la Russie ne veut pas avoir à intervenir une nouvelle fois en Ukraine, ça lui coûte trop cher économiquement, trop cher politiquement, trop cher démographiquement, et donc elle va demander à ce que des garanties pour les minorités russes d'Ukraine soient imposées. Ça pourrait être une sorte de fédération, un État très fédéral ou même confédéral, dans lequel vous auriez beaucoup d'autonomie de la part des régions russophones. Quatrième objectif de la Russie, évidemment, le départ de Zelensky. Ah, bon, alors rassurez-vous, hein, Zelensky ne partira pas les mains vides, parce que Zelensky a déjà acheté suffisamment de villas, a suffisamment de lingots d'or pour se planquer à peu près partout sur la planète. Vous verrez ça dans les médias, je pense. Et en plus de ça, il n'est pas impossible que notre cher Zelensky trouve une position, un rôle, un poste au sein d'une organisation internationale quelconque, à l'UNESCO ou quelque chose sous pavillon américain, de telle manière à lui donner encore à manger pendant quelques années. Mais en tout cas, Zelensky ne partira pas les mains vides, ça, je peux vous l'assurer. Bon. 4 objectifs donc de la Russie. Premièrement, la reconnaissance de la souveraineté russe sur les régions de Donetsk, Lugansk et de la Crimée. Deuxième objectif, la création d'un État neutre qui serait celui donc de la Nouvelle-Ukraine. Troisième objectif, la protection des minorités russes en Ukraine. Et enfin, le départ de Zelensky. Ce sont ces 4 objectifs qui, à mon sens, sont prioritaires pour la Russie. Quelle était la négociation originelle qui aurait dû être celle de base? Bon, eh bien, c'est une négociation terre contre paix. Tu me donnes le Donbass, et c'est quelques garanties pour les minorités russes, tu t'en vas, tu quittes le pouvoir, et de l'autre côté, je t'offre la paix. Voilà ce qu'aurait été la négociation naturelle entre la Russie et l'Ukraine. Bon, dans les circonstances actuelles, avec la percée des Ukrainiens à Koursk, il me semble que leur objectif est de renverser les négociations pour négocier de la terre contre de la terre. Je m'explique, c'est-à-dire, nous avons fait une incursion en Russie, nous avons récupéré 517 km², c'est-à-dire rien, on va pas être méchant, enfin c'est rien, et vous avez réussi à percer le front à Donetsk, Lugansk, et donc voilà, on va échanger, hein, c'est équivalent. Je pense que c'est l'objectif de Zelensky. S'il n'obtient pas plus de soutien international en démontrant que oui, il a réussi à percer en Russie, eh bien son objectif, ce sera de renverser les termes de la négociation. Attention à ça. Attention à ça, parce que c'est une stratégie extrêmement risquée. Première chose, quelques données du front. L'Ukraine actuellement est en train de cramer, c'est-à-dire en train de perdre 2 fois plus de véhicules d'infanterie qu'elle n'en perdait précédemment lorsqu'elle était sur le front du Donbass. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est une percée qui va leur coûter très cher matériellement. Et d'après les premières... Alors, c'est toujours très difficile de connaître les éléments chiffrés en termes de pertes humaines, mais d'après les premiers éléments qu'on a pu trouver sur les réseaux sociaux, et notamment sur des chaînes spécialisées, a priori, ça leur coûterait très cher, également humainement.
Ça, c'est le premier risque pour l'Ukraine. Deuxième risque pour l'Ukraine, en fait, tant qu'ils sont en train de faire joujou à Koursk, il n'est pas impossible que les Russes se disent, tiens, c'est très sympa, là, ça s'appelle comment ça? Toretsk, Petrovsk. Ah bah tiens, on va continuer, nous, à tracer vers Kiev. Et donc à reconquérir le Donbass petit à petit. Même si l'objectif d'atteindre Kiev, à mon sens, n'est plus l'objectif russe. Je pense qu'ils ont renoncé à cet objectif, qui est un objectif un peu illusoire. On y croyait au début du conflit, mais aujourd'hui, il me semble compliqué d'y croire. Donc c'est une stratégie extrêmement dangereuse de la part de l'Ukraine, parce que il pourrait déjà, s'affaiblir conséquemment sur le front du Donbass, mais deuxième chose, en fait, leurs pertes sont tellement immenses à Koursk que le tenir va être difficile. D'autant que la percée ne sera pas beaucoup plus importante, dès lors qu'on sait que les troupes russes sont des spécialistes au niveau historique de la défensive, c'est-à-dire que ce sont des armées défensives. Alors, il faut voir ce qu'ils ont fait durant la Deuxième Guerre mondiale. C'était costaud en termes de stratégie défensive, et on ne parlera pas de la Bérésina. Mais en tout cas, l'armée russe est une armée structurellement défensive. Donc, leur percée au-delà de Koursk et de Soudja, une petite ville de 5000 habitants, ça peut leur faire plaisir, bravo, Slava Ukraine, comme vous dites, mais a priori, ça ne va pas vous aider beaucoup. Alors, conclusion générale sur ce conflit. Mine de rien, on parle d'un conflit, alors on va parler de chiffres, c'est dur à chiffrer, comme je vous l'ai dit, sur les questions de pertes humaines, mais on est sur 60 000 morts confirmés. Ok, 60 000 morts confirmés, côté ukrainien, on reste côté ukrainien. On est sur plus de 100 000 blessés. Certains chiffres parlent de 600 000 hommes incapables qui ont été mis hors de capacité de nuire, donc de combattre. 600 000, c'est tout à fait colossal. L'OTAN n'a pas réussi à contenir la Russie. Elle n'a pas réussi à imposer sa base en Ukraine. Et en plus de cela, vous avez un continent européen qui a été saigné, peut-être était-ce d'ailleurs l'objectif des Américains, puisqu'on l'a vu aussi avec leur stratégie économique de l'IRA Act, l'Anti-Inflation Reduction Act, qui était l'idée de dépouiller en fait l'industrie européenne par des mesures incitatives à s'installer aux États-Unis. Peut-être l'objectif était-il d'ailleurs de pourrir définitivement la situation économique du continent européen pour pouvoir absorber ce qu'il en restait un petit peu de sève. En tout cas, ni l'objectif politique de l'OTAN, ni l'objectif de renforcer le bloc ouest par rapport au bloc est en Europe n'a été tenu. Et en plus de cela, vous avez un pays qui a été totalement détruit et une population qui ne s'en remettra jamais. La démographie ukrainienne est définitivement morte. Alors certains analystes considèrent qu'en vérité, ils ont subi un choc aussi violent que l'Europe occidentale durant la Première Guerre mondiale. C'est vous dire, on ne l'appelait pas la Grande Guerre pour rien. Donc, l'objectif de l'OTAN est un échec. Petit pronostic, je pense que nous arriverons à la paix à partir de printemps 2025. Alors, je sais que c'est très osé de dire ce genre de choses, mais je m'y risque. Je pense qu'au printemps 2025, que les Russes vont laisser passer l'hiver après la victoire de Donald Trump. Alors, évidemment, il faut la victoire de Donald Trump, mais je pense qu'au printemps 2025, on pourrait voir une paix émerger entre l'Ukraine et la Russie. Peut-être que je me trompe, peut-être que ce sera un peu avant, j'en doute. Peut-être que ce sera un peu après. Je pense que c'est l'option, si la mienne n'est pas la plus valable, ce sera peut-être l'option la plus valable. Mais moi, je penche plutôt pour printemps 2025. À voir, on verra ça ensemble. En tout cas, mes amis, je vous demande une dernière fois de bien vouloir vous abonner. Vous donnez ici un petit clic en dessous à l'abonnement, mettez un petit commentaire, n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos que vous souhaiteriez que je puisse traiter et n'hésitez pas également à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette émission. Et surtout, n'oubliez pas, ça commence par un D, ça termine par un Z, c'était Davy Rodriguez.